Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Poster Vision. Ça a été pour nous un grand problème et une grande peine parce que ce sont des médicaments qu'on affectionnait énormément et qu'on utilisait beaucoup en pratique courante. On s'est posé la question, est-ce que ça allait stopper notre pratique courante des remboursements? Mais en fait, ça n'a strictement rien changé parce que les patients étaient heureux d'avoir ces médicaments-là avec une efficacité, donc ils ont continué à venir réclamer leur traitement. Donc ça, c'est pour le petit point de détail sur le déremboursement en France. Donc un petit rappel sur la physiopathologie de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est un constituant naturel du liquide synovial et du cartilage. Il est produit par les chondrocytes et par les cellules synoviales. Il a plusieurs fonctions. Première fonction, c'est au niveau du liquide synovial. Ça va faire la lubrification de l'articulation. Ça va donner à ce liquide synovial sa viscosité, son élasticité qui est essentielle. Et au niveau du cartilage, l'acide hyaluronique va participer aux propriétés bioglycamiques du cartilage, l'amortissement des chocs notamment. Et c'est une molécule qui va, dû à sa structure, capter les molécules d'eau. Il faut savoir qu'au niveau du cartilage, il y a 70% des constituants du cartilage sont des molécules d'eau. Et l'acide hyaluronique va participer à la captation de ces molécules d'eau, les mettre en tension et justement donner la rigidité et à la fois la rigidité et la souplesse du cartilage. Donc c'est un élément essentiel de la formation du cartilage. Vous avez ici sur la droite une représentation de l'acide hyaluronique, ce protéoglycane, sur lequel viennent se fixer des glycosaminoglycanes, donc que vous connaissez bien, les noms vont dire des choses puisque vous utilisez en pratique aussi, tels que le chondroïtine sulfate, le carotène sulfate, et les thérapeutiques ont été développées là-dessus. Dans les articulations, qu'est-ce qui se passe? Dans les articulations arthrosiques, les molécules d'acide hyaluronique vont être clivées. La molécule d'acide hyaluronique, dans son état naturel, elle ne peut pas être éliminée de l'articulation. Par contre, lorsqu'elle est clivée, lorsqu'elle est diminuée de taille, elle va pouvoir être éliminée de l'articulation de façon plus rapidement et ça va entraîner une perte de lubrification de l'articulation. Et la justification de la supplémentation, c'est de restaurer les propriétés viscoélastiques du liquide articulaire normal. Il faut savoir qu'avant que nous, les rhumatologues, nous en parlions de cette molécule, elle a été largement utilisée par nos collègues vétérinaires, notamment pour les chevaux de course. Et ils avaient mis en évidence depuis de nombreuses années que c'était très efficace pour leurs chevaux. Et comme vous savez, le prix des chevaux de course, vous dites que bon, effectivement, c'est une molécule qui doit servir à quelque chose. Et sur le cheval, je ne sais pas s'il y a des effets placebo, je pense pas trop. Donc, et dans la littérature, lorsqu'on regarde la littérature, on retrouve aussi un autre effet d'acide hyaluronique, notamment sur les molécules de l'inflammation, avec des choses un peu particulières qui ont été montrées sur le plan expérimental, qu'un acide hyaluronique de haut poids moléculaire aurait probablement un effet anti-inflammatoire que n'aurait pas un acide hyaluronique de bas poids moléculaire, mais ça c'est uniquement expérimental, ça n'a pas été prouvé par la suite. Donc, sur l'effet d'acide hyaluronique, l'acide hyaluronique va avoir un effet qui va être mécanique, donc absorption des chocs, lubrification, donc c'est ce qu'on appelle la viscosupplémentation, un effet biologique, inhibition des activités cellulaires inflammatoires, induction de la biosynthèse d'acide hyaluronique, donc ça relancerait la production d'acide hyaluronique, gérer sur le chondrocyte aussi, vous savez que le chondrocyte c'est la cellule essentielle du cartilage, qu'une seule cellule dans le cartilage, le chondrocyte avec une demi-vie très longue, et donc si vous avez quelque chose qui va pouvoir un peu stimuler ce chondrocyte, c'est tout à fait, ça sera bénéfique pour le cartilage. Ça c'est ce qu'on appelle la visco-induction. Ok. Et avant d'avancer plus loin, il faut rappeler que dans l'arthrose, et c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, finalement on n'a pas énormément de thérapeutiques efficaces. Surtout, et c'est le point important, toutes les thérapeutiques à notre disposition, lorsqu'on regarde un peu leur effet, notamment ce qu'on appelle l'effet de size, l'effet taille, ils sont toujours relativement bas. Et ça, c'est une citation de Bloch, qui est l'éditeur en chef d'ostéoarthrite du cartilage, donc un monsieur qui s'y connaît un peu en arthrose. Et ce qu'il dit, c'est que toutes les modalités qu'on retrouve dans les différentes recommandations, que ce soit les recommandations de l'OARCI, de l'ACR, dans leur directive, notamment mise à jour en 2014 pour l'arthrose du genou, là, finalement, les séquences de ces molécules, c'est 0,2, 0,4, donc c'est quelque chose de faible. Vous savez que l'effet de Salt, en dessous de 0,2, donc c'est faible, 0,5, donc c'est modéré, et 0,8 au-dessus de 0,8, ça devient important et intéressant. Donc, il n'y a aucune molécule qui a un effet de seuil important à 0,8. Ça, c'est un point important. Les recommandations, en 2012, nous avions les recommandations de l'American College of Rheumatology. J'ai fait l'impasse sur les recommandations précédentes, notamment de l'AR. Et qu'est-ce qu'elle nous disait? Qu'il
ne recommandait pas l'utilisation de l'acide hyaluronique pour le genou ni pour la hanche. Mais au vu des différentes méta-analyses qui sont encore dans la littérature, il y a eu une nouvelle recommandation qui est sortie en 2014, et là, ils ont précisé qu'effectivement, ils allaient recommander l'acide hyaluronique dans certaines dispositions, chez les patients en échec de prise en charge allergique, antalgique, anti-inflammatoire non stéroïdien notamment. Donc, modification de la vision un peu au niveau des recommandations. Et je vous ai repris ici les recommandations de WHO qui sont un peu plus récentes, et vous voyez qu'il y a plusieurs étapes dans ces recommandations, et on retrouve au niveau de l'étape 2 la possibilité d'utiliser l'acide hyaluronique dans ces recommandations chez les patients chez qui il y a une contre-indication ou une problématique à l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qui resitue un peu la position de l'acide hyaluronique. Et je reprendrai les recommandations que je vous ai présentées tout à l'heure, où nous, en France, au sein de la section arthrose, lorsqu'on a réalisé ces recommandations-là, on a positionné et on était tous d'accord pour dire qu'il y avait un effet de cette acide hyaluronique sur la douleur, mais à notre sens, pas d'effet chondroprotecteur, avec un certain nombre de choses que je vous ai citées tout à l'heure pour leur utilisation, sur lesquelles je reviendrai à la fin de cette présentation. Donc, un certain nombre de problématiques dans la prise en charge de l'arthrose, d'une part des thérapeutiques à notre disposition qui finalement sont un tout petit peu décevantes. On a des sujets qui sont bien souvent fragiles, il faut prendre en compte un certain nombre de choses lorsqu'on va mettre en place un traitement. D'une part leur âge, les différentes comorbidités, le fait qu'ils ont souvent des traitements multiples, le peu d'efficacité de traitement dont je vous ai parlé tout à l'heure, que ce soit le paracétamol avec ses problèmes de tolérance, ou encore les anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'on va utiliser, certes, peut-être en première ligne, mais sur une courte durée, et là aussi les problématiques de tolérance. Donc, finalement, au vu de tout ça, la réalisation de nos infiltrations, ce que l'on fait en pratique courante, ça devient une évidence. Nos patients, il nous faut les soulager, et les soulager d'autant plus que toutes nos sociétés savantes, elles nous disent une chose, c'est que l'arthrose, c'est le trépied dont je vous parlais tout à l'heure, il faut absolument que nos patients nous les fassions maigrir et que nous les remettions en activité et en activité physique. Et pour faire maigrir ces patients-là, pour les mettre en activité, il faut les soulager de leur problématique, leur soulager de la douleur. S'ils ont mal, ils ne feront pas cette activité-là, et s'ils ont mal, ils ne marcheront pas et ils ne maigriront pas. Donc, c'est un cercle vicieux, un serpent qui se mord la queue. Donc, pour en sortir, à mon sens, les infiltrations nous sont du grand d'aide dans la prise en charge de ces pathologies, notamment au niveau des membres inférieurs. Alors, l'autre problématique dans la pathologie arthrosique, c'est notamment l'effet placebo. Il y a un très fort effet placebo dans l'arthrose, et les données de la littérature le mettent bien en avant, il est attendu supérieur à 40% l'effet placebo sur les études sur la douleur arthrosique, ce qui est absolument énorme. Et on sait que cet effet placebo, il va varier bien entendu d'un sujet à l'autre. Et ce qui est très intéressant, notamment ça a été montré par Doherty et Dieppe, c'est que cet effet placebo va pouvoir se poursuivre dans le temps, et même jusqu'à 1 an, ce qui rend compliqué l'évaluation d'une thérapeutique dans la pathologie arthrosique. Et pour complexifier encore plus la chose, bien entendu, cet effet placebo va être dépendant de la forme de prise de la thérapeutique. L'effet placebo sera différent si vous prenez par la bouche ou alors sous forme injectable. Bien entendu, ça va avoir plus d'effet si on vous fait une injection, vous y croirez plus. Et pour certains auteurs, cet effet placebo va contribuer jusqu'à 75% de l'effet du thérapeutique dans la pathologie arthrosique, étant influencé par la puissance du traitement, bien entendu la sévérité de la maladie au moment de la réalisation de la prise en charge, la durée de traitement et la taille de l'échantillon pour les études qui sont prises en considération. On a une très belle méta-analyse, dite méta-analyse en réseau, où les auteurs ont étudié cet effet placebo dans la pathologie arthrosique. C'est ce que je vous ai repris ici, j'espère que c'est bien visible, et il est intéressant de voir, à gauche vous avez les différents types de prise en charge qui sont listés, en haut aussi, ils ont comparé l'effet placebo. Si vous prenez par exemple le paracétamol, je vous ai parlé d'un effet sec tout à l'heure, il est faible, de l'ordre de 0,18 par rapport à un placebo oral, ce qui est faible au premier niveau. Mettre en place. Si on prend un placebo injectable, vous êtes au-dessus déjà. Donc mieux que le paracétamol, vous êtes à 0,29. Les 3 millions de soi droite, cet effet 16 par rapport à un placebo injectable. Donc toujours avec une différence de 0,34. Donc ce qui a fait dire à certains auteurs
que finalement les acides hyaluroniques étaient intéressants, et notamment intéressants chez des sujets qui allaient avoir des problématiques notamment d'âge ou d'autres comorbidités, puisqu'en fait la balance bénéfice-risque allait être largement en faveur de l'injection de ces acides hyaluroniques. Alors, les acides hyaluroniques, c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé dans la littérature, puisqu'il y a quasiment 17 méta-analyses qui ont porté sur l'utilisation de ces acides hyaluroniques, ce qui est tout à fait énorme. Et lorsqu'on regarde toutes ces méta-analyses que je vous ai listées ici, il y en a 13 qui sont positives, avec un effet de salle de l'ordre de 0,20-0,40. Il y en a 2 qui présentent des résultats un peu intermédiaires, et 2 qui présentent des résultats négatifs. Donc c'est largement en faveur de l'utilisation de ces médications. Ici, c'est la méta-analyse que je viens de vous montrer, qui est la méta-analyse de Banuruc, qui montre autre chose aussi. Lorsqu'on l'analyse un peu plus en détail, elle compare l'effet de cet acide hyaluronique versus les autres thérapeutiques, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et elle montre une chose qui est intéressante, c'est que ces injections, elles sont au moins aussi efficaces que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, voire plus, avec un effet scalaire au-dessus, et surtout avec une tolérance qui est meilleure. Alors je ne pouvais, en présence de Thomas, pour ne pas reprendre cette analyse faite par son équipe, portant sur l'utilisation des acides hyaluroniques et la comparant versus placebo. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les résultats sont assez intéressants. Certes, l'effet, c'est sur la partie gauche de la diapositive, est présent, il est net, c'est complètement à gauche de la ligne. Il n'est pas si important que ça, puisqu'on trouve un effet de 7,021, mais comme le disent les auteurs, il y a un effet qui est modéré, mais qui est cliniquement significatif. Alors, les turbulences sont un peu venues de cette méta-analyse de Ridges, qui a repris un peu toutes ces études-là, qui s'est voulu plus vertueuse que les autres, en prenant notamment des données de congrès, et qui a conduit des résultats que vous avez ici, avec un effet qui est toujours le même, qui est significatif, côté gauche, donc avec un effet 7,37, même supérieur à celui retrouvé par Richet. Mais dans leur sémantique, les auteurs ont tourné un peu la chose d'une façon différente, en disant qu'il y avait une faible efficacité, et que pour eux, à leur sens, elle était peu significative, et surtout, ils se sont basés sur des données qui n'ont pas été publiées, qui n'ont jamais été publiées par la suite, pareil en abstract dans les congrès, qui concluaient à des effets secondaires importants d'injection d'acide hyaluronique, qui n'ont jamais été retrouvés par la suite des autres méta-analyses, et ce qui a fait que la conclusion des auteurs était une efficacité modérée avec de potentiels effets secondaires. Ici, je suis revenu sur les données Banuruc qui comparent l'effet des acides hyaluroniques par rapport aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc avec une supériorité qui semble en faveur des injections des acides hyaluroniques par rapport aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et il y a une méta-analyse très intéressante, et on a la chance d'avoir toute la méta-analyse pour les acides hyaluroniques, c'est cette méta-analyse américaine de Strand. Alors les Américains sont un peu particuliers. Strand, ils se sont dit, les médicaments qui sont intéressants, ce sont uniquement les médicaments qui ont des autorisations de mise en marché sur le marché américain. Ils ont viré tous les autres acides hyaluroniques. Ils ont étudié uniquement ceux qui avaient une autorisation sur le marché aux États-Unis, et ils retrouvent des résultats intéressants avec un effet à 0,38, donc ça c'est intéressant, et significatif pour les acides hyaluroniques. Alors pourquoi elle est intéressante, cette méta-analyse? Parce que d'une part, c'est une méta-analyse de méta-analyse, c'est-à-dire en fait ils ont repris toutes les méta-analyses, ils les ont analysées, donc ça c'est vraiment la puissance maximale qu'on puisse avoir, et surtout, elle est intéressante, parce que, outre le fait d'étudier la douleur, d'étudier la fonction, ils ont aussi étudié la tolérance. Et pour rappeler ce que je viens de vous dire sur Ridges, qui a été critiqué parce qu'ils ont pris des abstracts pour lesquels on avait finalement peu de certitude sur ce qui était publié. Ici, ils ont repris toutes les méta-analyses et ils ont sorti la tolérance. Et finalement, en termes de tolérance, vous voyez, c'est tout à fait neutre. Il n'y a pas d'impact particulier, il n'y a pas d'effet particulier de l'injection de ces acides hyaluroniques. Alors, en termes d'efficacité, on sait qu'il va y avoir un certain nombre de critères qui vont nous faire dire que chez tel ou tel patient, ça sera plus efficace.
Tout à l'heure, je vous disais, les stades 4 de Calpane-Orange, je ne pense pas que ce soit la cible pour la réalisation d'injections d'acide hyaluronique. Il faut plutôt cibler des sujets avec une approche modérée de stade 2 ou 3. Quand je dis modéré, c'est modéré au niveau radiologique, au niveau structural. Ensuite, on a l'impression que les données seraient moins efficaces, que ça serait plus efficace, excusez-moi, chez les sujets de moins de 65 ans. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser chez les sujets de plus de 65 ans, parce que je pense que là aussi, ça a toute sa place dans la prise en charge de ces sujets-là, d'autant plus qu'il y a plus de comorbidité chez ces sujets. Ça serait plus efficace aussi chez les sujets qui ont un haut niveau de symptômes en termes de douleur, mais aussi au niveau fonctionnel. Et ça a été montré notamment par une équipe française de Nancy que l'acide hyaluronique, lorsqu'on l'injecte, ça a probablement plus d'efficacité lorsqu'il y a peu ou pas d'épanchement. Au cours, on a des données qui montrent qu'à 3 ans, il y a toujours 80% des sujets chez qui on a commencé un acide hyaluronique qui bénéficient toujours de cet acide hyaluronique avec toujours une efficacité. Il y a même certains auteurs qui diraient qu'il y aurait une augmentation de l'efficacité de l'acide hyaluronique au fur et à mesure qu'on fait les injections dans le temps. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une bonne tolérance à ces injections. Et par contre, il y a aussi des données assez intéressantes sur la mise en place de prothèses, et notamment du délai de l'effet des injections d'acide hyaluronique sur le délai de mise en place des prothèses, qui serait reculé de l'ordre de en moyenne de 3,6 ans. Ça, on a des données, notamment ces très belles données de Delbar, qui sont une analyse rétrospective des données de sécurité sociale française entre 2006 et 2013. 14 000 sujets ont été étudiés, 11% des sujets sont allés à la prothèse, et vous avez ici en bleu les sujets qui ont bénéficié d'injections d'acide hyaluronique, et en gauche les sujets qui n'ont pas eu d'acide hyaluronique. Donc c'est net, c'est plus en faveur de l'acide hyaluronique pour reculer le délai de mise en place d'une prothèse. Ils ont rajouté aussi une analyse économique, et il semblerait que finalement on aurait un coût moindre avec l'utilisation d'acide hyaluronique, notamment on consomme moins en termes de médicaments, d'examens. Et ici, c'est une étude que j'aime beaucoup, parce qu'il y a des chiffres énormes, c'est assez rigolo. Donc, c'est Altman qui ont fait une étude sur les données américaines. Et sur ces données-là, ils ont fait une étude rétrospective sur plus de 79 millions de sujets. C'est quasiment énorme de réussir à avoir une telle étude. Et finalement, parmi ces sujets-là, ils ont recueilli les données de 182 000 sujets ayant bénéficié de la pose d'une prothèse. Ils ont regardé l'impact de l'acide hyaluronique et des injections d'acide hyaluronique sur le délai de mise en place des prothèses. Alors c'est écrit en petit, je suis désolé, je n'ai pas réussi à le grossir pour rentrer sur la diapositive. Vous l'avez ici, et ici c'est gradé. Alors une injection, là c'est pas du tout, 2 injections, 3 injections, 4 injections, c'est ce que vous avez sur les courbes. Et plus vous avez des nombres importants d'injections, plus vous allez augmenter votre délai de mise en place de prothèse, ce qui est quand même assez remarquable. Autre méta-analyse très intéressante, c'est une méta-analyse qui a porté sur la qualité des études réalisées, la qualité des méta-analyses. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Que finalement, la plus belle qualité en termes de méta-analyse, c'est l'étude Cochrane de Mélanie, qui conclut une efficacité de l'acide hyaluronique, principalement à 5 et 13 semaines post-injection, et avec peu d'effets secondaires. Il conclut aussi que la méta-analyse dont je vous ai parlé tout à l'heure de Rudges, elle était biaisée, qu'il y avait des problématiques au niveau des études qui a été prises en compte, et ils mettent en avant les résultats de la méta-analyse de Richette en concluant donc à un effet modéré, mais réel sur la patientèle présentant une arthrose, notamment une arthrose du genou. Donc en conclusion, la viscosupplémentation montre une plus grande efficacité que le placebo. Je vous ai décrit toute la problématique de l'effet placebo dans l'arthrose. Et avec ce type thérapeutique, on est quand même au-dessus de cet effet placebo, avec un effet SAS qui est de l'ordre de 0,37 comparé justement à ces injections de placebo. Un effet qui va durer dans le temps avec une très bonne tolérance, parce que jusqu'à ce jour, on n'a pas vraiment d'alerte quant à l'utilisation de ces injections d'acide hyaluronique. Et en France, en tous les cas, je ne sais pas vous me le direz, en France, c'est largement utilisé par moi et par mes collègues rhumatologues. Alors, plusieurs messages clés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.